Bonjour à toutes et à tous. Avant que nous commencions notre atelier, un petit rappel pour aider les participants à cet atelier de donner leur avis ou poser des questions. Sur la droite de l'écran, donc, je vous le rappelle, il y a 3 colonnes, une intitulée, enfin 4 même pour nous puisqu'il y a participants en plus, mais pour les participants, il y a 3 colonnes, une intitulée chat, une deuxième intitulée questions et une troisième intitulée sondage. Donc, pour les participants, vous pouvez donc faire part de vos remarques ou commentaires dans le chat et poser vos questions dans la colonne questions. Les intervenants auront la possibilité de vous apporter des réponses au fur et à mesure de l'heure et quart qui nous est impartie. Nous les reprendrons après leurs interventions respectives. Voilà. Cet atelier, je vais essayer de vous le présenter. D'abord, remercier les 6 intervenants de cet atelier. Cet atelier est parti d'une réflexion commune que nous avons eue avec Philippe Frémaux sur le constat que plusieurs associations se sont transformées en SIC depuis quelques années. Même si cette démarche n'est pas encore très importante, elle est un signal sur lequel il y a lieu de s'interroger. Pourquoi, comment, avec quels avantages, quels inconvénients? Dans une étude parue en 2018 portant sur les sociétés coopératives issues de transformation d'associations, la CGScope indiquait qu'entre 2012 et 2016, le nombre de scopes issus de transformation d'associations a cru de 34% et le nombre de SIC issus de telles transformations de 53%. Les principaux arguments avancés pour ce changement vont de celui d'avoir une gouvernance légitime et plus structurée à accroître les fonds propres avec l'apport en capital en passant par l'implication des collectivités. Donc le regard croisé des participants va nous permettre d'échanger et d'établir un comparatif entre ces deux types d'entreprises et nous avons fait le choix dans cet atelier d'avoir ce regard croisé venant de membres d'organisations nationales impliqués dans le secteur associatif et le secteur coopératif et d'autres personnes venant de 2 régions différentes. Pour chacune des régions, nous avons sollicité à la fois un représentant ou une représentante des pouvoirs publics, qui sont souvent un accompagnement du développement de l'ESS, et des responsables de SIC. Merci à eux et à elles de leur disponibilité. Je vous présente de manière succincte les intervenants. Ils pourront compléter lors de leur intervention. Donc, pour les membres d'organisations nationales, Françoise Sauvageau, qui est conseillère au Conseil économique, social et environnemental dans le groupe des associations et qui est vice-présidente du mouvement associatif représentant le Comité national olympique et sportif français, le CNOSF. Pour David Eloi ensuite, qui représente le mouvement des SCOP, qui est délégué à la vie coopérative dans la Confédération générale des SCOP et particulièrement au sein du groupe de travail sur les SIC. Pour la métropole de Rennes, puisque nous avons sollicité 2 territoires différents, la métropole de Rennes et la communauté d'agglomération du Pays de Grasse. Pour la métropole de Rennes, Nathalie Wright, qui est chargée de mission économie sociale et solidaire à Rennes Métropole. Benjamin Danjou, qui est cofondateur du projet de l'atelier tiers-lieu qui s'appelle Commun établi, qui privilégie la mutualisation d'outils et de compétences dans le domaine des travaux manuels et du bricolage. Et pour la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, Jean-Paul Henry, qui est vice-président en charge de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire de la communauté d'agglo du Pays de Grasse depuis 2014. Et enfin, Florent Faudella, qui est président-directeur de Piste Azur, structure spécialisée dans la pédagogie des arts du cirque, l'éducation artistique et culturelle et l'aide à l'émergence de jeunes artistes. Donc, je vais demander à chacun des intervenants de nous faire partager son expérience et son avis sur cette question du passage du statut associatif à celui de coopérative. Et donc, en vous remerciant de nouveau tous, je vais demander d'abord à Françoise Sauvageau de nous faire part de son regard, né de son expérience dans le secteur associatif et particulièrement, après une courte présentation de ce secteur, de leur devenir, de nous dire pourquoi certaines associations font le choix de la transformation en SIC, dans quel secteur plus particulier, selon elle, quel intérêt y a-t-il entre les 2 statuts? Françoise, à toi. Merci Jean-Louis. D'abord, bonjour à toutes et à tous et ma foi, bien heureuse de vous retrouver dans cette période un peu compliquée. Ça aurait été mieux de se croiser in vivo, mais bon,
faisons avec les outils, ils sont déjà très bien. Donc, je vais faire court puisque nous sommes relativement nombreux pour présenter effectivement, faire un tout petit point de situation sur les associations aujourd'hui. Juste dire, si je mets un point émergent, les derniers travaux de 2019 montrent une forte vitalité associative en France, métropole et tout confondu. Cette forte vitalité se caractérise par 30 000 associations supplémentaires chaque année, régulièrement. C'est le solde entre celles qui apparaissent et celles qui disparaissent. Donc, ça veut dire qu'on a toujours plus d'associations, mais elle se caractérise, cette vitalité, sur un développement plutôt des petites associations. Alors que les associations employeuses, on va dire celles qui sont déjà organisées, largement organisées dans des réseaux, par contre, stagnent, voire commenceraient légèrement à régresser. C'est un premier point dont il faudra se souvenir peut-être. Là, on a un élément qui n'est pas dans la conformité de l'accroissement et de la vitalité générale, mais il y a un élément un petit peu singulier sur ces questions. Les secteurs où, effectivement, le nombre d'associations continue à croître, c'est en particulier le secteur sportif, le secteur culturel et le secteur de loisirs, où, effectivement, l'émergence est toujours présente. Alors, pourquoi ça se développe tant? Parce que c'est facile, c'est simple, c'est démocratique. C'est la manière aussi de s'engager aujourd'hui. On y retrouve toujours plus de bénévolat. Alors attention, on entend parler de la crise du bénévolat. C'est pas tout à fait la crise du bénévolat, c'est plutôt les difficultés que rencontrent les dirigeants bénévoles. Et c'est pas la crise du bénévolat où il y a toujours plus aussi de bénévoles, d'où ces associations de bénévoles qui augmentent. Et ils ont comme caractéristique de se rassembler, de construire un projet associatif qui est un projet partagé, qui est un projet d'intérêt général. Juste pour mémoire, pour resituer dans le contexte, si vous n'avez pas eu la chance d'entendre ou de lire les derniers travaux de Florence Aubenas en immersion sur les ronds-points de Marmande, je vous invite à vous y replonger, où elle vit au plus près de la réalité du terrain, comment de l'individu on rentre dans un collectif, et un collectif qui s'est beaucoup transformé sous l'angle de petites associations de proximité pour donner suite et faire vivre dans la continuité ce rassemblement autour de difficultés partagées. Alors, je l'ai pointé, des difficultés qui apparaissent. Oui, des difficultés qui apparaissent dans le monde associatif, elles sont récurrentes et depuis quand même maintenant plus de 10 ans, on se heurte à une difficulté économique, celle de la baisse régulière des subventions, puisque les associations vivent en partie de subventions, elles vivent de la recette de leurs membres, mais aussi des subventions. Et aujourd'hui, la ligne, entre guillemets, subvention est en train de se transformer. On rentre davantage dans une démarche d'appel à projet à la fois venant de la part des collectivités ou autres. Et ces appels à projets présentent une double difficulté. D'abord, l'appel à projet, il est valable pour 1 an, maxi 2, mais ensuite, surtout, parfois, le projet associatif est quelquefois en marge de ce qu'est la réponse à l'appel à projet, qui, pour des raisons économiques, oblige effectivement à avancer sur de la recherche de subventions. Cet appel à projet, il est également aujourd'hui, j'allais dire, nous essayons au niveau du mouvement associatif de bien montrer que dans le projet associatif, les collectivités ont tout intérêt à travailler dans une dimension en application des projets associatifs plutôt que les appels à projets, parce que malheureusement, ils mettent en concurrence. Et aujourd'hui, la concurrence sur les territoires est une vraie question qui aujourd'hui nous inquiète beaucoup. Le deuxième point dans les difficultés économiques, qui est lié à ce premier, ou qui en est peut-être la cause aussi,
Mais c'est essentiel, c'est la question de la professionnalisation. Je l'ai dit tout à l'heure, les associations employeuses sont un petit nombre, pourtant ce sont effectivement celles qui trustent les plus gros budgets, parce que l'emploi, c'est essentiel, c'est la pérennisation de l'activité de l'association, mais c'est aussi une grande complexité pour des dirigeants qui n'ont pas forcément vu venir la fonction de dirigeant et du coup se sont trouvés parfois en difficulté. C'est également une grande complexité parce qu'avec des budgets annuels et rarement de budget pluriannuel, on a pérennisé des emplois, ça relève de la corde raide. C'est pas les arts du cirque, mais on n'en est pas loin. Donc effectivement, l'emploi et la professionnalisation a amené une autre difficulté, c'est la formation managériale des dirigeants. Ils n'étaient pas tout à fait prêts. Alors je parle majoritairement des dirigeants sportifs où là, j'allais dire à marche forcée, nous sommes allés sur cette dimension, mais aujourd'hui, c'est difficile pour eux. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de crise de dirigeants, où aujourd'hui, la solitude du dirigeant est une vraie question. Ça aussi, ça fait des points qui, à un moment, vont amener à réfléchir sur mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions. Le dernier point sur lequel j'attire l'attention dans les transformations récentes, mais je vais dire aussi à venir, c'est aujourd'hui la question de la réflexion des associations impliquées dans leur territoire. Bien sûr, on a des grands réseaux, bien sûr, on a des grandes fédérations, bien sûr, tout ceci existe toujours depuis bien longtemps. Cependant, le club sportif, il a besoin de vivre dans son territoire. Il a besoin de s'inscrire dans cet écosystème du territoire dans lequel il va agir, dans lequel il va pouvoir porter sa contribution à un projet qui sera un projet territorial. Et là, pour le coup, l'association n'est pas toujours bien placée dans son tour de table de gouvernance pour pouvoir aisément mettre autour de la table l'ensemble des partenaires. Nous ne travaillons plus dans des tuyaux d'orgue, nous ne travaillons plus dans des bulles en verre. Aujourd'hui, la nécessité de travailler avec des partenaires territoriaux de différentes natures, qu'il s'agisse des collectivités, mais qu'il s'agisse aussi de l'éducation nationale, qu'il s'agisse aussi de partenaires privés comme les entreprises, devient indispensable. Ces éléments-là sont des éléments qui, effectivement, mettent un peu la structure associative en difficulté. Bien sûr, il y a des solutions toujours, mais elles sont parfois complexes. Le dernier point de mise en difficulté, c'est effectivement la faiblesse à une capacité de budget de réserve, toujours dans la question de professionnalisation, mais aussi dans la question de besoins qui peuvent être des besoins émergents pour répondre à des besoins rapides, et la réactivité associative est faible sur cette question. Donc, voilà quelques éléments qui, d'abord, c'est celui de la gouvernance dans un environnement qui bouge, dans un environnement où le mouvement ne peut pas s'arrêter et où l'association, le club a besoin de trouver une place au milieu des autres, et également les questions économiques qui posent un certain nombre de problèmes. Aujourd'hui, en particulier dans des structures qui sont des structures nouvelles, qui sont à la croisée de chemins. Donc, voilà, j'essaie de faire court pour qu'on puisse beaucoup échanger. Merci Françoise. Oui, il faut qu'on compresse le temps parce qu'il nous reste 1 heure. Hein. Donc, moi, je voudrais, par rapport à tout ce que tu nous as dit, alors déjà, il y a 2 questions qui ont été posées. On essaiera d'y répondre. Je le dis pour les participants qui ont posé l'éducation. Je pense qu'elles concernent avant tout David Eloi, mais elles concernent aussi, à mon avis, les expérimentations qui ont pu avoir lieu sur les 2 territoires qui sont présents. Question en corollaire à David Eloi, les SIC ont connu un développement, en particulier depuis la loi de 2014 sur l'économie sociale et solidaire, parce qu'il y a un cadre qui est plus clair que lors de leur création qui était antérieure à cette loi. Après une courte présentation, leur évolution et l'intérêt du choix de ce statut, est-ce que vous pouvez nous indiquer comment expliquer leur développement
et nous dire ce qu'il en est du passage du statut associatif au statut coopératif. D'accord. Bonjour à tous et à tous. Alors, je commence par m'excuser, j'ai eu un petit retard technique qui fait que je n'ai pas entendu complètement l'intervention de Françoise Sauvageau. Donc, si jamais je fais de la redite, je m'en excuse platement. Alors, oui. Donc, c'est les aléas du direct, mes excuses. Donc oui, donc si on revient un peu, donc comme vous me le demandiez, Jean-Louis, c'est de réexpliquer très rapidement ce que c'est que la SIC. Mais je vais y aller à grands coups de serpe. Je m'en excuse par avance, mais ça pourrait être complété par la suite. Donc, effectivement, la SIC, c'est une société coopérative dite d'intérêt collectif. Donc, comme toutes les structures, les sociétés coopératives, donc on connaît bien les SCOP, Alternative économique en est une. Ce sont des sociétés qui ont pour particularité, les SCOP, d'avoir la majorité de leur capital détenu par les salariés, qui sont les associés, et de fonctionner selon des modalités démocratiques. Donc, une SIC, reprend un peu ce schéma-là, tout en l'adaptant, notamment effectivement le fonctionnement démocratique, sa gouvernance bien particulière, et le fait que l'essentiel des bénéfices sont reversés au capital de la structure pour en assurer la pérennité. Mais elles ont une particularité par rapport au SCOP, c'est effectivement cette dimension d'intérêt collectif qui les caractérise. Et l'intérêt collectif s'incarne principalement, alors pareil, on pourra faire des longs débats sur plein d'autres aspects, mais il s'incarne principalement par cette dimension dite du multisociétariat. Le multisociétariat, c'est l'idée que dans une SIC, dans un projet économique, dans une SCOP, le projet économique est porté par ceux qui le font, les salariés. Dans une SIC, le projet est l'idée générale à la SIC, c'est qu'un projet économique, il doit, certains diront, mais on va dire, il peut être porté par l'ensemble des parties prenantes qui ont intérêt à ce que ce projet existe, se développe, perdure, l'ensemble des acteurs qui sont concernés. L'ensemble des acteurs dans une société coopérative, c'est évidemment les salariés au premier titre, mais ça peut être tout un ensemble d'acteurs, que ce soit des bénéficiaires de l'action de ce projet économique, des clients, des fournisseurs, des collectivités territoriales ou tout groupe d'intérêt qui serait intéressé par ce projet. Donc c'est ça qui constitue la particularité de la SIC, c'est son multisociétariat, et c'est ça qui est constitutif, caractéristique de son intérêt collectif. Et ce qui fait qu'en fait, ces SIC, elles vont avoir comme particularité aussi d'être des acteurs très dynamiques sur les territoires. C'est difficile de discuter SIC sans discuter territoire quand même. C'est des acteurs qui vont sur un territoire donné, vont fédérer sur le projet économique un ensemble de parties prenantes qui elles-mêmes vont travailler entre elles pour assurer la viabilité, le succès, la pérennité du projet économique. Et donc cette dynamique-là, très liée au territoire, elle participe à des logiques de notamment animation territoriale, développement territorial, relocalisation d'activités économiques aussi, de manière assez forte. Et c'est tout ça qui fait un peu la spécificité des SIC. Alors aujourd'hui, si je donne quelques chiffres, je sais qu'il y en a eu de données dans l'introduction que j'ai ratées, mais on va dire qu'à fin 2019, on était à peu près à 1 millier de SIC en France. Alors, ça fait 20 ans que les SIC, plus ou moins 20 ans que les SIC existent. Le démarrage a été un petit peu laborieux parce qu'effectivement, il y avait un besoin de clarification des textes de loi sur le statut de SIC, mais ça a été fait en 2014. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 974 SIC à fin 2019. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que on a une croissance, un développement des SIC qui est assez important puisqu'on est sur des taux de création de SIC d'une année sur l'autre. On a plus 12-13% de SIC d'une année sur l'autre. Donc, c'est quand même pas anodin en termes de dynamique entrepreneuriale. Et ça s'opère dans énormément de secteurs. La création de ces SIC, elle est pour 70%. Donc là, je vous donne des chiffres qui sont relativement stables. Les statistiques sont relativement stables. De 71-70% chaque année se créent de nouvelles SIC. C'est-à-dire qu'elles procèdent de rien. C'est des entrepreneurs, des groupes de personnes qui se réunissent, personnes morales ou personnes physiques, et qui lancent un projet de SIC. Mais il y a aussi, et dedans, dans ces SIC, comme c'est du multisociétariat, on peut dire, alors malheureusement, on n'a pas de statistiques fines, il y a beaucoup d'associations qui s'engagent dans le sociétariat des SIC. Parmi les sociétaires, on retrouve régulièrement des associations, mais j'ai pas malheureusement de statistiques parce que c'est quelque chose qui est très compliqué à sourcer. Parce que les SIC sont des structures avec un multisociétariat souvent très large, donc et elles rentrent pas forcément, elles ne déclarent pas leur sociétariat au sens qu'on pourrait trouver au greffe. Mais néanmoins, ce qui est intéressant aussi par rapport au lien SIC-association, c'est de voir que dans ces dynamiques de création,
ces bonnes dynamiques, 22% des nouvelles créations sont en fait des transformations d'associations existantes en SIC. Donc, c'est-à-dire à peu près à peu près un petit peu moins, du quart des créations procèdent de la transformation d'une association en SIC. Donc, on voit bien qu'il y a une résonance entre les statuts qui montre que les associations sont particulièrement intéressées par les SIC. Alors, nous, on a repéré trois facteurs d'explication du pourquoi, en fait, ça va rejoindre, j'imagine, enfin, ce qu'a dit Françoise Sauvageau, même si j'ai entendu la fin de son intervention. Il y a à la fois des raisons qui sont liées au modèle économique, des raisons qui sont liées au mode de gouvernance et des raisons qui sont liées, on va dire, aux valeurs, qui font que, et c'est une conjonction de ces trois raisons qui vont amener des basculements. Sur le modèle économique, c'est que pour certaines associations, il y a parfois besoin d'être accompagnés dans la consolidation de leurs activités, dans leur croissance, et le statut associatif présente des contraintes par rapport à ça. C'est assez normal. Et donc, c'est vrai qu'on observe des structures qui vont basculer d'un statut à l'autre parce qu'on va avoir besoin de développer des activités parfois commerciales, d'accroître leurs fonds propres. Et c'est vrai que l'apport en capital, quand on crée une coopérative, ça permet de faire rentrer des fonds propres. Et puis parfois, ça donne aussi accès à des sources de financement auxquelles on n'avait pas nécessairement accès quand on était une association. Et ça, nous, on l'a vu il y a plein d'exemples là-dessus. J'en citerai qu'un, les ateliers du bocage, qui sont en fait c'est une entreprise d'insertion du mouvement Emmaüs, qui est située en Poitou-Charentes et qui, effectivement, à un moment, a été sous forme associative, a fait le choix de basculer sous la forme SIC en 2014. Les modes de gouvernance aussi, puisque la SIC est l'un de ces très rares, si ce n'est le seul modèle statut entrepreneurial, qui permet effectivement d'associer dans son fonctionnement un ensemble de parties prenantes très, très, très différentes. Et c'est organisé par les statuts. Donc, ça va être les salariés, qui peuvent avoir une place dans les associations. On sait bien, on peut adapter ces statuts pour que les salariés aient une place. La différence là, c'est que c'est consubstantiel au statut de SIC. Donc là, ça ne se négocie pas. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc les salariés, des bénéficiaires, on a des SIC qui associent leurs bénéficiaires, c'est-à-dire au-delà des porteurs de projets eux-mêmes, on a des bénéficiaires qui vont être impliqués. On peut impliquer des partenaires, donc des clients, des fournisseurs, mais aussi des collectivités territoriales. Et j'y reviendrai un peu parce que les exemples qui suivent vont porter sur des collectivités, des SIC incluant des collectivités territoriales. Donc ça, c'est aussi un vecteur très important de reconnaissance dans le statut de SIC pour des associations qui voudraient évoluer. Et le dernier, c'est la question des valeurs, parce que la SIC, en fait, en termes de modèle d'entreprise, c'est la rencontre entre la rentabilité économique et l'utilité sociale, l'intérêt collectif. Et c'est vrai que beaucoup d'associations se créent aussi pour défendre des projets qui sont des projets qui ont d'abord des valeurs à défendre, des missions d'intérêt général ou d'intérêt collectif. Et c'est vrai que la SIC, c'est le modèle d'entreprise qui rencontre cet intérêt-là de la part des associations. Et c'est vrai que on voit que dans les SIC, les secteurs où ça se développe le plus, et c'est pas du tout étonnant, c'est des secteurs qui vont être sur la transition écologique, le développement durable, les énergies renouvelables. Ça va être des structures qui vont être sur l'accès aux services. Donc sur le premier exemple, on pourrait citer Enercoop. C'est pas une transformation d'association Enercoop, mais en son sein, il y a beaucoup d'associations qui sont présentes, et on a des structures beaucoup plus petites qui font aussi dans les économies d'énergie, dans la transition énergétique, etc. Dans l'accès aux services, je citerai par exemple, le contexte s'y prête, la création de la SIC, la COP des masques en Bretagne. Donc pareil, c'est pas une transformation d'association, mais elle rencontre un intérêt clair aujourd'hui. Mais dans le champ de la santé, on pourrait aussi citer Med Clichy, qui est une SIC à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, qui est en fait la transformation d'un centre de santé communautaire en SIC, l'idée étant de lutter contre les déserts médicaux. Voilà. Donc on voit bien que la SIC, c'est aussi la forme, et ça c'est pas nous qui le disons, c'est des économistes qui ont travaillé là-dessus, qui est la plus adaptée pour ce qu'on appellerait la gestion citoyenne des communs. En fait, c'est aussi l'entreprise qui permet de rentrer sur les communs. Et qu'on voit que toutes ces idées autour de la relocalisation de l'économie, de la participation citoyenne, de la gestion des communs, c'est des choses qui rentrent en adéquation à la fois avec le climat actuel, enfin la période actuelle qui appelle à ça, et ce qui constitue en fait l'identité de nombreuses associations. Et donc c'est donc pas étonnant non plus que partant de là,
on retrouve aussi pas mal de collectivités territoriales au capital des SIC, ce qui est une des spécificités de la SIC, hein, c'est d'avoir des collectivités territoriales qui peuvent être sociétaires. Elles le sont de plus en plus. Aujourd'hui, alors, on a des chiffres un petit peu vieux, malheureusement. La dernière étude date de 2017, la prochaine, c'est l'année prochaine, donc on est juste un peu trop en avance pour ce débat. Mais on avait compté en 2017 que un bon tiers des SIC qui existaient comptaient une collectivité territoriale en leur sein. Et que c'est au moins une collectivité territoriale et que cette collectivité territoriale était très largement soit une commune, soit une intercommunalité. Donc on voit bien que là, il y a des choses qui se nouent entre associations, entreprises, collectivités territoriales autour d'une nouvelle façon de penser le projet économique. Et je pense que l'engouement des associations pour les SIC, pour revenir à la question de départ, elle procède aussi de cet environnement-là. Au-delà des contingences, j'ai envie de dire techniques qui peuvent se poser, elle procède de ça. Et c'est vrai que ça fait que la SIC aujourd'hui est en prise avec les enjeux sociétaux dans sa forme entrepreneuriale, à la fois dans sa façon de fonctionner démocratique, dans les buts qu'elle poursuit. Et je pense qu'elle ouvre, enfin nous on est assez convaincus de ça et on le pousse de plus en plus au niveau de la CGSCOP, elle ouvre aussi la voie à de nouvelles formes de partenariat public-privé. Alors je sais bien que l'expression est parfois un peu, hérisse parfois le poil de certains, mais prenons-la en positif. Elle ouvre la possibilité de nouveaux partenariats publics-privés qui soient plus participatifs et beaucoup plus rivés à la défense de l'intérêt général, de fait, par la participation de multiples parties prenantes. Et nous, on a tendance à penser qu'en fait, cette SIC, finalement, elle incarne peut-être le monde d'après que beaucoup appellent de leur vœu depuis quelques semaines, voire quelques mois. Voilà, en gros, le panorama. Donc, j'espère avoir répondu aux questions. Sinon, on me les repose, j'y réponds. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais comme on speed, il y a des moments où on oublie un peu ce qu'on doit dire. Je n'entends pas Jean-Louis. Pour ne pas gêner les gens qui parlent, je coupe mon micro et j'oublie de le rallumer. Voilà. Merci beaucoup, David. Simplement, il faudrait que vous alliez regarder dans les questions parce qu'il y a des questions qui vous concernent directement. Donc, soit on les garde pour après, soit vous essayez d'y répondre. Moi, je peux répondre très rapidement. Si je peux le faire là, comme ça c'est fait, et je cède la parole aux autres. Mais je fais très vite. Après, en répondant vite, et ça permettra de donner la parole. Alors, je les prends du haut vers le bas. Oui, les bénévoles du CA de l'association, oui, un bénévole peut être membre d'une SIC. On peut créer les bénévoles ont un statut à part entière dans les SIC, c'est tout à fait possible. Après, bon, ça s'organise dans les statuts, mais ça, c'est tout à fait possible. C'est des sociétaires, ils prennent des parts sociales comme d'autres. Et à partir de ce moment-là, ils peuvent participer à la SIC. C'est juste que dans les statuts, il faudra bien définir ce qu'on appelle un bénévole, parce que c'est quoi un bénévole? Ouais. Voilà. Parlerez-vous des SIC qui portent des projets d'activité économique pour aider des territoires en déprise? J'ai pas d'exemple enfin, ça existe. Je sais pas quelle est la question exactement derrière. Donc j'ai un exemple clair ici. Il y a un village il doit y avoir 300 habitants. Ils ont créé une épicerie solidaire qui est une SIC et qui justement concerne complètement un territoire en déprise totale, c'est-à-dire et du coup qui amène d'autres populations venant d'autres villages autour. Et ça redonne un dynamisme au village. Oui, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Nous, on essaye aussi de travailler sur un projet avec la Chambre de commerce sur les SIC cœur de ville pour essayer de redynamiser aussi des commerces de centre-ville. Ça nous semble quelque chose de très important. Alors, on est moins sur l'aspect association, là, hein, mais on travaille effectivement dans cette dimension-là. Et sur les mutuelles, j'ai pas d'exemple, malheureusement. Donc, je peux pas. Je peux chercher et répondre à monsieur s'il me laisse ses coordonnées. Mais là, pour le coup, je n'ai pas d'exemple en tête de transformation de structure mutualiste en SIC. Moi non plus, j'avoue. Voilà. Écoutez, mais je veux bien chercher. Hein. Merci beaucoup, David. Et puis maintenant, je vais donner la parole à Nathalie Wright et à Benjamin Danjou. Au regard justement de ce que viennent de nous dire Françoise et David, est-ce que vous pouvez nous indiquer un peu ce qu'il en est sur votre territoire? Alors d'abord, Madame Wright, je vais vous poser une question. Quelle implication de votre collectivité? Comment? Pourquoi? Pour le développement des structures de l'ESS et particulièrement des SIC, et dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent être présentes statutairement?
Et puis j'en profite pour poser une question complémentaire à Monsieur Danjou, puisque je pense que vous avez dû travailler ensemble pour cette séance. Et d'ailleurs, je poserai exactement les mêmes questions à Monsieur Faudella et à Monsieur Henry. C'est les mêmes questions. Monsieur Danjou, en miroir, pourquoi avoir choisi ce statut alors que la structure originelle de votre activité était celle d'une association? Quel apport de la métropole de Rennes pour votre entreprise? Quels avantages et quels inconvénients? Et quelles leçons peut-on en tirer pour d'autres expériences de ce type dans d'autres territoires? Voilà, c'est les deux questions que je voulais vous poser à chacun. La parole est à vous. Bonjour, Bonjour. merci pour votre accueil. Je me permets d'excuser Sébastien Guéret, qui est notre élu en charge de l'ESS à Rennes Métropole, qui est maire de la commune de Noyelles-Châtillon et qui ne pouvait pas participer, donc je le représente aujourd'hui. Donc à Rennes Métropole, on a une politique ESS fortement affirmée depuis 2015. On n'était pas forcément très en avance par rapport à d'autres métropoles. Mais on va dire que derrière tout ça, il y a quand même un fort historique d'accompagnement d'innovation sociale, d'accompagnement de l'insertion. On a un plan local d'insertion pour l'emploi qui date qui a une trentaine d'années. On était un des premiers. On était aussi un des premiers territoires à soutenir l'émergence d'une coopérative d'activité en 2002. On a un pôle de développement de l'ESS sur le pays de Rennes depuis 2008 et qui a été précurseur aussi d'une structuration territoriale sur toute la Bretagne désormais. Donc voilà, une politique cependant plus offensive sur le développement de l'ESS depuis 2015, avec des aides indirectes aux structures d'accompagnement, pôle, incubateur, union régionale des SCOP et SIC également, et puis une aide directe via un appel à projet qui soutient les investissements et la création d'emplois. Sur le rôle qu'on peut jouer, alors c'est clair qu'en tant que collectivité, on est aux premières loges pour observer aussi cet engouement pour les SIC et cet engouement du milieu associatif, alors peut-être avec presque un risque de fantasme autour des formes coopératives. Françoise Sauvageot décrivait bien les difficultés économiques qui frappent le monde associatif ces dernières années et parfois les associations peuvent imaginer qu'une forme coopérative va résoudre leurs problèmes, ce qui n'est pas le cas puisque effectivement ça ne transforme pas par magie les modèles économiques et la question de la dépendance aux subventions. Et donc il y a de l'engouement d'un côté, néanmoins il reste des freins assez forts liés là, quand on parle vraiment de transformation d'assaut préexistante en SIC, pour moi, les freins relèvent du statut du bénévolat, les risques de requalification du bénévolat, et puis des freins aussi liés à la fiscalisation. Pour certaines assos. Alors, donc, pour moi, les secteurs où ça freine beaucoup les transformations, c'est certains secteurs de l'économie circulaire, comme par exemple les ressourceries qui parfois mixent une main-d'œuvre professionnelle que sont les salariés et valorisent des bénévoles. Et quand on regarde, c'est parfois un tiers d'apport bénévole ou dans le fonctionnement de l'asso. Et ça, il y a vraiment un risque juridique pour elle à se transformer en SIC. On retrouve un peu la même problématique dans les associations culturelles qui parfois pour participer au financement des projets artistiques vont avoir des soirs de concert, il y a une buvette tenue par des bénévoles, etc. Et cette part d'autofinancement va être de plus en plus recherchée. Et c'est pas sans risque pour elle d'envisager la transformation en SIC. Donc pour moi, c'est vraiment les deux freins qui demeurent aujourd'hui, parce que je pense qu'il y aurait encore plus de transformation si on arrivait à sécuriser en fait la question du bénévolat notamment. On commence même nous à nous demander à Rennes Métropole peut-être de cofinancer un travail d'ingénierie juridique pour sécuriser ces questions-là.
Donc, comme j'arrive presque aux 5 minutes, je vais me dépêcher peut-être de donner quelques exemples de ce qu'on fait, nous, au niveau de Rennes Métropole, via notre appel à projet, par exemple, sur 30 entreprises aidées depuis 5 ans. On est à peu près à la moitié des soutiens qui vont vers des formes coopératives, dont des SCOP, pas uniquement des SIC. Et donc, je peux vous citer quelques exemples donc, de subventions à l'investissement et à l'emploi. On citait Enercop, on a donné un coup de pouce à un moment de leur développement en Bretagne. On est beaucoup sur l'innovation sociale forte. On a soutenu l'émergence d'une coopérative funéraire. Aussi d'un centre communautaire de santé qui a vocation à exercer en SIC, d'une librairie, il y en a quelques-unes maintenant, mais elles sont encore assez peu nombreuses, et puis une revue culinaire et restaurant, par exemple, avec des bénéfices du restaurant qui sont destinés à soutenir aussi le projet culturel et les associations locales. On est aussi sur la question des territoires en déprise, comme on disait. On a une coopérative de territoire sur un quartier prioritaire aussi qu'on a financé, et je pense qu'on va rentrer au sociétariat. Alors, en termes d'entrée au capital, finalement, on a encore assez peu d'exemples. Notre premier exemple remonte à 2016 pour rentrer au sein de la SIC Ressourceté, qui est un gros ensemblier d'insertion sur le réseau en vie, notamment, qui est bien connu nationalement. Et nos élus, à ce moment-là, en ont profité pour voter une délibération un peu cadre pour faciliter les futures adhésions. Voilà. Donc, c'est vrai que nous, je ne pense pas qu'en tant que collectivité, on ait vocation à rentrer au capital de toutes les SIC. L'exemple qui va suivre avec Benjamin le montre. Je ne suis pas sûre qu'un jour, on sera sociétaire de commun établi, mais voilà, on a un regard très attentif et aussi d'autres leviers d'action que l'entrée au capital, même si celui-ci demeure le plus intéressant. Donc, pour moi, c'est vraiment, en conclusion, une forme aussi très adaptée, effectivement, à des démarches co-construites entre la société civile, l'entrepreneuriat et le territoire sur ses besoins. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Ça nous donne déjà un bon cadre. J'ai proposé à Benjamin de nous donner tous les éléments que je lui ai demandé, et puis évidemment la relation qu'il a avec la collectivité territoriale, parce qu'on voit bien qu'il y a des liaisons qui existent très fortes. À la fois, on l'a dit, parce que les collectivités peuvent faire partie d'un collège, mais aussi parce qu'elles sont en soutien fréquent au développement de l'économie sociale. C'est ce que soulignait Madame Wright tout de suite. Benjamin, à vous. Oui. Bonjour à tous. Je vais commencer d'abord par présenter ma structure, parce qu'il y a pas mal de points qui ont été dits sur pourquoi est-ce que nous sommes passés en coopérative. En fait, je vais essayer d'illustrer à travers notre structure. Donc, comme établi, en gros, vous prenez un grand atelier de 1000 m² et vous achetez des machines pour travailler le bois, le métal, le textile. À l'intérieur de ce lieu, vous faites venir des artisans du territoire, des particuliers, des associations. Donc déjà, on voit qu'il y a un public assez large et des acteurs assez larges. Donc ça renvoie un petit peu au multisociétariat dont parlait Monsieur Éloi tout à l'heure. On voit déjà que la SIC est un modèle adapté pour avoir à la fois des salariés, des bénéficiaires, et ici on a des artisans, des associations, des particuliers, et puis après des partenaires financeurs. Donc déjà, c'était une des premières raisons pour laquelle on s'est transformé en SIC. Et en fait, Commun Établi a démarré il y a 3 ans. On l'a lancé en association parce que cette période d'association, pour nous, c'était une période de prototypage, une manière test en fait de rassembler les collectifs et de voir comment est-ce qu'on pouvait vérifier s'il y avait une faisabilité en fait de monter Commun Établi. Et c'est aussi là qu'est intervenu Rennes Métropole. C'est-à-dire que Rennes Métropole, on a commencé à travailler avec la collectivité, pas juste au moment où on est passé en coopérative, mais bien en amont pour vérifier qu'il y avait vraiment un besoin, une faisabilité. Donc, on faisait des comités de pilotage, on se renseignait un petit peu sur les besoins du territoire. Voilà, donc c'était vraiment un travail en concertation. Et c'est comme ça aussi qu'on a pu parallèlement accéder à une subvention de la métropole. Donc voilà, donc Rennes Métropole a intervenu sur plusieurs leviers. Vérifier la faisabilité de Commun Établi. Un levier financier à travers une subvention. Et aussi sur la recherche d'un local.
Parce que c'est vrai que quand on est une petite structure qui cherche un endroit où s'implanter, d'autant là, on cherchait quelque chose quand même qui fait de l'ordre de 1000 mètres carrés, 1200 mètres carrés, c'est pas simple. Donc, il faut être accompagné, il faut être aidé. Donc là, on a bénéficié aussi du soutien de la métropole. Donc, c'est vrai que, comme disait Nathalie, même si Rennes Métropole ne va pas rentrer au capital social de Commun Établi, il y a d'autres leviers d'action qui sont tout aussi importants. Pourquoi est-ce qu'on est passé en coopérative? Il y a un autre point qui est intéressant, et là ça renvoie un peu à ce qui s'est passé cette semaine, c'était qu'en fait il y a une appropriation, une acculturation à la vie coopérative qui est très intéressante avec les artisans du lieu. C'est-à-dire que là, on commence à voir, donc on est ouvert en gros depuis septembre, Commun Établi est ouvert depuis septembre 2020. Là, les artisans commencent à dire notre coopérative, notre local, etc. Et là, il n'y a rien qui peut nous rendre plus fiers que ça. Et donc, quand en fait on a des problèmes, tout le monde s'associe pour essayer de résoudre les problèmes. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant, qu'on n'aurait pas dans une forme de société commerciale classique. Parce que même si je suis directeur, enfin co-directeur de la structure, peut y avoir un problème de hiérarchisation qui fait que les prises de décision face à des problèmes n'ont pas le même impact lorsqu'on descend dans la pyramide. Là, le fait d'être en coopérative, les gens s'approprient directement les problèmes et on les résout facilement. D'autant plus que ces gens qui sont dans le conseil d'administration de la SIC aujourd'hui, ce sont les gens qui ont œuvré pendant 2 ans sous le statut associatif pour monter le projet. Donc on voit bien qu'il y a une continuité entre l'association et la transformation en coopérative. D'ailleurs, c'est pas facile à faire, mais disons que c'est très faisable dans le sens où c'est la même personne morale, comme un établi association, est devenu comme un établi coopérative. On garde le même numéro de sirène, donc c'est la même structure. Ce qui fait que c'est assez intéressant aussi du point de vue financier. C'est-à-dire que les partenaires financeurs qui suivent l'association sont les mêmes que les partenaires qui suivent la coopérative. Un autre avantage qui était assez intéressant, c'est le fait de, lorsqu'on a monté la coopérative, c'est la levée de fonds, l'apport en capital. Et là, c'est là où on voit toute la force du multisociétariat, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher du capital social chez les sociétaires, qui sont les artisans, les particuliers, des partenaires financeurs. On parle des clubs Cigale, de Bretagne Capital Solidaire, donc plein d'organismes qui vont aider un peu ces structures de l'économie sociale. Et en étant en SIC, on est à la fois une société commerciale, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher aussi des partenaires bancaires classiques qui vont être rassurés du fait qu'on est une structure bien commerciale. Donc on est vraiment à mi-chemin entre d'un côté l'associatif, la société commerciale classique, et en fait on récupère tous les avantages des deux. Donc c'est pour ça que nous, on a vraiment réfléchi ce projet au fur et à mesure. Donc voilà, les avantages sont nombreux. Je peux peut-être intervenir très rapidement sur les freins, ou en tout cas les conseils qu'on peut dire. C'est la temporalité. Monter une association, vous l'avez dit, Madame Sauvageau, c'est assez rapide à mettre en place d'un point de vue administratif. Ça se fait très facilement. Une SIC, c'est beaucoup plus compliqué, long à mettre en place. On s'est transformé en coopérative le 2 octobre. On a entamé les démarches sur les statuts l'année dernière. Donc, il y a bien 1 an de délai pour vraiment bien réfléchir les statuts. Et surtout, mon plus gros conseil, c'est être accompagné, s'entourer de personnes compétentes, que ce soit le cabinet comptable qui doit vraiment comprendre la fiscalité d'une entreprise commerciale et surtout d'une société commerciale d'intérêt collectif comme la SIC. Que ce soit les partenaires bancaires, trouver le bon partenaire bancaire qui comprend également le fonctionnement d'une coopérative. Donc voilà, donc le gros conseil, c'est de bénéficier d'un réseau d'acteurs qui sont au courant du fonctionnement des SIC. Et je parle bien des SIC parce que c'est vrai que les scopes, les premières scopes, c'est fin 1800, début 1900, alors que les SIC, c'est début des années 2000. Donc on n'a pas encore tout à fait le recul. Il y a toujours des flous sur certains points. Par exemple, les assurances vont avoir du mal à nous caser quelque part parce qu'on n'est ni une association et pas vraiment pour eux une société classique. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des flous sur les assurances. Pareil pour certains partenaires bancaires, pareil pour certains comptables. Donc il y a vraiment un travail à faire, que ce soit sur, tu le disais Nathalie, sur l'inclusion des bénévoles dans les SIC. Il y a toujours un travail à faire là-dessus. Aussi le statut de dirigeant salarié dans les coopératives et les SIC aussi notamment. Moi, par exemple, je suis directeur, co-directeur général de la coopérative, mais je suis aussi salarié de la coopérative. Donc là, il peut y avoir aussi des petits points de vigilance sur mon statut de dirigeant salarié, notamment vis-à-vis de la cotisation Pôle emploi, par exemple. Donc voilà. Donc c'est en démocratisant le passage de l'association à la SIC et de plus en plus de SIC qu'on va pouvoir faire évoluer un peu la loi, le cadre légal autour de la SIC, et voilà, pour avancer un peu sur cette coopérative un peu particulière. Merci beaucoup Benjamin. Et c'est intéressant parce que en fait, on est
Alors, il y a eu une association à la base qui est plutôt considérée comme une association de préfiguration que comme une véritable association qui avait une existence antérieure. Mais c'est intéressant parce qu'on voit bien que le statut associatif peut aussi servir au développement économique local. Vous avez une question sur ce sujet, donc je vous invite à y répondre si vous le souhaitez. Je vais laisser la parole à M. Henry et à M. Fodela. Eh bien, écoutez, sur les mêmes questions, c'est-à-dire le rôle de la collectivité, son investissement, et puis pour l'association devenue SIC, un petit peu où elle en est, quels avantages, quels inconvénients, etc. Voilà. Je vous laisse la parole. Rapprochement de 3 EPCI en 2014, une de 80 000 habitants à peu près, une de 20 000 et une de 3 000. Ça marche pas. Monsieur Fodela, vous êtes présent? On est là, vous nous entendez? Ça y est, on vous entend, c'est bon, on vous écoute. J'en étais à dire que c'était la constitution, le rapprochement de 3 entités, une grosse de 80 000 habitants, la ville de Grasse et les environs, une de 20 000, c'est le moyen pays, et puis une de 3 000 habitants, c'est le haut pays. Mon village, il est à 1000 mètres d'altitude, il y a un taux de richesse qui est plutôt faible. Ce pays de Grasse, en 2014, et même avant, je crois, a souscrit un contrat local de développement de l'économie sociale et solidaire avec la région. Et à partir de là, on a commencé à structurer des relations avec tout cet environnement de l'économie sociale, avec de vraies participations. Et en chiffres, là, je vais regarder mon papier, parce que cette économie sociale regroupe 2650 salariés, 42 millions d'euros de salaires bruts versés et à peu près 200 établissements concernés. Ce rapprochement et cette mise en musique par l'agglomération et surtout par un emploi dédié à ça, a permis de fédérer et de structurer cette économie sociale qui a des registres divers et variés que vous connaissez mieux que moi, mais qui a abouti à une reconnaissance nationale à travers la labellisation de French Impact. Nous, ce qu'on cherche à faire et structurer et animer ce réseau, c'est faire connaître l'économie sociale. Et je considère que moi, l'élu, je siège avec 23 autres élus, donc ils ne se connaissent que depuis 6 ans. Et c'est un vrai travail que de faire connaître le vocabulaire, de faire connaître les structures, et de faire admettre que l'économie sociale et solidaire, c'est pas un monde à part, mais c'est vraiment un monde à part entière. Que vous dire sur nos résultats qui sont... Enfin, voilà, nous, on est plutôt contents de ce qui se passe parce qu'il y a une forme de notoriété, puisqu'on a des partenariats avec Marne-la-Vallée, avec la région de Lille, avec l'Institut Gaudin. Et puis, on fait connaître à travers les événements ce qui se passe avec un événement qui s'appelle Festisol, avec le mois de l'ESS. Qu'est-ce que je dis d'autre?
faut surtout que tu dises que en fait, la collectivité, elle a accompagné la création de ces sociétés coopératives d'intérêt collectif et ces transformations. Ah, mais là, je vais y arriver. Voilà. Allô? Oui, on vous entend. Vous entendez? On écoute, hein. Ah, On vous écoute, oui. ah bah alors, du coup, je peux continuer. Avant d'arriver donc au sujet des CIC, il y a une implication de l'agglo financière. Ah, ça a coupé. Bien. Écoutez, en attendant que là, vous m'entendez là pour le coup. Voilà. Donc en attendant qu'il revienne, moi j'avais j'avais quelques interrogations parce que dans les interventions qu'a fait en particulier Françoise au départ, elle a parlé de ah ben voilà, ils reviennent. Donc je poserai mes questions après. On vous redonne la parole. Vous avez été coupé. Ok, alors du coup, on va essayer de reprendre notre fil. Donc, moi, ce que je veux surtout faire comprendre, c'est que de plus en plus d'élus prennent conscience que l'économie sociale et solidaire, c'est quelque chose d'important, que c'est un vrai courant qui s'installe dans la société et qu'on a à l'accompagner. En ce qui concerne les CIC, il en existe 3 sur le pays de Grasse. Celle qui est avec nous aujourd'hui, c'est le monde du cirque. Je ne sais pas si on m'entend toujours. Si. Oui, voilà, je vous revois. Ensuite, le monde du cirque, là, c'est une thématique. Ensuite, on en a une autre qui s'appelle la SCIC Tetris, qui est toute nouvelle et qui, en fait, s'est constituée avec de nombreuses associations, de nombreux intervenants. Et sa création et ses débuts ont été plus compliqués pour nous, l'agglo, que Piste d'Azur. Et il y en a une troisième qui s'appelle Renouer, qui travaille surtout sur l'insertion, avec qui on n'a pas beaucoup de relations. Ce qui nous semble pour faire passer de l'association à la SCIC, c'est sans doute d'enlever des freins au niveau des associations qui peut-être se disent mais moi je n'ai pas tout à fait la même philosophie qu'une SCIC qui apparaît être un peu plus commerciale. Il y a aussi peut-être c'est pas que simple de monter une SCIC. On le voit avec ce que nous a expliqué notre intervenant de Rennes. Et en même temps, je reviens à mes amis politiques, il faut savoir ce que c'est une SCIC. Alors, notamment, voilà, juste pour illustrer, c'est quand une association nous demande une subvention et qu'ensuite elle est dans la SCIC et qu'elle bénéficie aussi d'une subvention. Là, il y a un mélange artistique. Mais pourquoi on donne à cette association Tetris? Et voilà, il y a un travail d'information et de culture à avoir. Alors moi, je reste modeste, hein, les SCIC, je les connais depuis 2014. Et c'est vrai que voilà, il y a un fonctionnement qui s'insère vraiment dans l'économie. J'ai entendu l'exemple de l'épicerie dans ce village. Nous, on est sur la Côte d'Azur, mais la partie, le village où je suis, par rapport à la Côte d'Azur, qui est une des zones les plus riches du monde, le taux de richesse, il relève presque de la politique de la ville, hein, dans le haut pays grassois. Donc, je pense qu'on aurait des avantages à tirer profit de toutes ces créations comme des CIC. Voilà, ensuite, je préférerais peut-être, après avoir laissé la parole à Florent, répondre à des questions de comment les choses se sont passées.
Merci beaucoup. Florent, à vous. Un petit coup de caméra, c'est bon, voilà. Ça marche. Et le spectacle vivant est obligé aussi de faire un peu de spectacle numérique maintenant. En ce moment, c'est un peu. Alors, d'ailleurs, avant d'expliquer un peu la démarche, juste ce que c'est Piste d'Azur. Donc, Piste d'Azur, c'est un centre régional des arts du cirque. L'activité principale, donc, c'est de la pédagogie, c'est-à-dire que ça part de la sensibilisation des publics dès le plus jeune âge sur la pratique amateur pour un grand nombre de pratiquants, jusqu'à la formation professionnelle, donc un cursus préparatoire aux écoles supérieures, un cursus de formation professionnelle de futurs artistes, et ainsi que de l'accompagnement et de l'aide à l'émergence des projets de jeunes compagnies, surtout par de l'accueil en résidence ou de l'accompagnement de compagnies et dans la structuration de leurs projets professionnels. Donc, le projet de Piste d'Azur, l'association est née en 2002. Elle est née en 2002. Enfin, on va dire d'un incident de l'association qui a dû faire qu'une nouvelle création de l'activité était beaucoup plus ancienne que 2002. Comme il y a eu cet incident-là, il y a eu une création d'urgence d'une nouvelle structure, puisque l'activité cirque s'est séparée d'une maison pour tous. Et cette création-là a dû se faire dans l'urgence, donc c'est ce qui a amené une création associative, parce que c'était ce que les responsables maîtrisaient le plus. Et puis c'était en 2002, donc les SIC étaient vraiment à peine nés. Mais il y a toujours eu dès ce moment-là cette réflexion sur la gouvernance. Et c'est vraiment ce qui nous a fait rentrer en premier dans la question de la SIC, c'est celle de cette gouvernance, c'est comment associer l'intégralité des porteurs du projet dans cette gouvernance. Et c'est vrai que autant les salariés étaient très investis dans le portage du projet, mais on ne voulait pas non plus que ça devienne, comme dans une scope, uniquement les salariés, puisque les pratiquants, les adhérents, ce qui étaient les adhérents à l'époque, étaient une part essentielle du moteur du projet. Donc, il est qu'on réussisse à intégrer dans cette gouvernance. Et c'est ça qui nous a intéressés en premier lieu dans la SIC. Ça permettait aussi d'intégrer des collectivités territoriales partenaires, puisque depuis le début de la création de l'activité en 2002, l'agglomération du Pays de Grasse, donc, qui était un peu plus petite à l'époque, mais qui était la préfiguration du Pays de Grasse à l'époque, nous a soutenus financièrement par de la subvention, mais également par des mises à disposition d'équipements. Donc, il y avait vraiment cette volonté également d'inclure les collectivités avec nous dans ce processus. Et puis, avec le développement du projet, c'est vrai que d'avoir une dimension qui part du plus jeune pratiquant jusqu'à la dimension professionnelle, voire professionnalisante, on a eu besoin, on a eu envie aussi de réunir au sein de Piste d'Azur différents acteurs de la filière professionnelle et de structurer cette filière sur les territoires du Pays de Grasse, qui n'était pas, on peut dire clairement, qui n'est pas le pays, l'endroit le plus connu pour être foisonnant en compagnie de cirque. Alors, c'est de mieux en mieux, mais c'est vrai que c'est pas le territoire par rapport à un territoire toulousain, lyonnais ou parisien. C'est pas là qu'on trouve le plus grand nombre de compagnies de cirque. Mais le fait d'intégrer notamment dans la coopérative le Théâtre de Grasse, qui est une scène conventionnée, le fait d'intégrer des compagnies de cirque qu'on soutient en émergence, qui ensuite s'installent sur le territoire et résident sur le territoire, nous permet de créer toute une filière autour des arts du cirque et autour du spectacle vivant, qui permet d'installer des compagnies, d'avoir des compagnies professionnelles qui nous aident à alimenter notre projet d'éducation artistique et culturelle auprès des enfants et des habitants de ce territoire, dans les écoles, dans les centres sociaux, centres culturels. Donc, il y a vraiment, ça nous permet d'avoir toute une synergie autour de ce projet-là. Et la SIC est intéressante, notamment, par exemple, d'arriver à pouvoir intégrer tout le monde. Donc, maintenant, c'est vrai que la SIC, elle est née en 2016, donc ça a pris du temps, énormément de temps, énormément de réflexion. Donc, c'est vrai que la loi de 2014 nous a beaucoup aidé. Du coup, ça a été beaucoup plus vite une fois que la loi de 2014 a été votée. Donc en 2016, transformation en SIC. C'était la deuxième raison qui nous a incité à y aller, c'était aussi le fait de pouvoir réunir un capital social. Ça a déjà été dit tout à l'heure, mais c'est vrai que pour nous aussi, ça a été un élément important. Donc il y avait
Premièrement, c'était l'idée de gouvernance, l'idée de structuration économique et de structuration du capital de la structure, et aussi d'avoir une légitimité, on va dire, plus importante auprès des partenaires commerciaux et qu'on a pu le dire également auprès des banques. Merci Florent, c'est tout à fait intéressant de voir la démarche. Alors moi j'ai plein de questions à vous poser aux uns et aux autres, si vous me permettez. Je vois que vous répondez au fur et à mesure aux questions qui sont posées. Il y a juste une question qui est restée un peu en suspens, c'est celle de la SIC et de la SICA. Alors il se trouve que je connaissais un tout petit peu les SICA parce qu'il y en avait beaucoup qui s'étaient développés dans la Creuse, autant que je me rappelle, à un moment. Je crois que de toute manière, il y a une première composante, c'est que la SICA, elle est uniquement dans le secteur agricole, elle ne peut pas être ailleurs, alors que la SIC, éventuellement, peut être, et par exemple, les CUMA utilisent le statut des SIC, enfin pas toutes les CUMA, certaines CUMA, c'est des coopératives d'utilisation de matériel agricole, donc certaines CUMA utilisent le statut SIC. Après, moi, entre nous, je croyais que les SICA avaient vécu, plus ou moins. Et en particulier, j'ai vu un certain nombre de SICA qui se sont transformés en SCOP. Donc, voilà, qui ont plutôt opté sur ce statut. Et voilà, je ne pourrais pas vous en dire plus, à moins que David puisse en dire plus là-dessus. Mais voilà, comme c'est une question qui est posée, Oui, mais j'osais pas répondre parce que j'avais pas de réponse, donc j'étais là, comment on va faire je peux me renseigner pour les différences. Moi, je suis pas là pour le coup, j'ai pas la réponse à titre personnel, mais je sais qu'au niveau de la CGSCOP, on suit bien le. Il y a des réflexions justement en ce moment sur la question du statut coopératif et des coopératives agricoles, des SIC et coopératives. Ça se discute en ce moment, mais c'est pas moi qui suis le dossier, donc je vais pas vous raconter n'importe quoi. En revanche, encore une fois, je peux prendre le contact de la dame et puis faire en sorte de répondre à posteriori. Vous mettrez en relation. Moi, j'avais plusieurs questions. La première, c'est à Françoise. Françoise, tu parlais de la question de la formation des dirigeantes et de la relation avec les partenaires dans les territoires. Dans l'association, par exemple, quand on voit bien qu'il y a un point, c'est pas parce qu'on est président d'une association qu'on est compétent. Je parle d'autant plus facilement que je suis président d'une association, donc je sais que je suis pas compétent en tout. Voilà. Donc la question, elle est, est-ce que finalement c'est pas un élément un peu, je vais pas dire déterminant, mais un peu déclenchant de transformation d'une association en SIC. Et est-ce que, deuxième point, il peut pas y avoir, c'est une question que je pose, est-ce qu'il peut y avoir une relation aussi avec le fait qu'à un moment, les salariés ont une relation moins, moins rapprochée avec les dirigeants et que finalement, ils trouvent plus intéressant d'être dans une SIC que d'être dans une association? Alors, tu as raison, Jean-Louis, il y a un peu de tout ça. Alors, on se connaît, excusez-nous, on se tutoie parce qu'on se connaît bien. On se met sur les mêmes bancs au Conseil économique et social. Donc, c'est pour ça, voilà. Je vous prie de m'excuser. Mais il y a un petit peu de tout ça. Rappelons-nous quand même, et comme ça a été redit, l'association, c'était facile à monter, et puis il y a des bénévoles, il y a des gens qui s'engagent, et puis il y en a un qui veut prendre un peu de responsabilité et il devient président. Et c'est comme ça que naît l'association, et c'est comme ça qu'elle vit pendant un certain temps. Là où ça se complique, je le disais, c'est en particulier lorsqu'arrive la question de la professionnalisation au sein de l'association pour que l'activité soit pérenne et pour que on puisse donner une qualité à l'activité. Bon, si je prends l'exemple du sport, celui que je connais le mieux, la formation des éducateurs sportifs, la question aujourd'hui de l'encadrement qualifié, qui est obligatoire puisqu'on est dans une activité où effectivement l'encadrement, c'est un encadrement rémunéré, mais c'est un encadrement, je veux dire, c'est un encadrement qualifié d'abord et ensuite avec une rémunération possible. Donc cette professionnalisation, elle a été un formidable élan dans le cadre du développement puisque nous avons pu ainsi former un nombre important d'éducateurs sportifs, mais le corollaire, c'est qu'en même temps, c'est devenu pour le dirigeant une vraie question nouvelle pour laquelle il n'avait pas à coup sûr anticipé et il n'avait pas la formation ad hoc. Alors sur les gros réseaux,
sur les gros réseaux qui connaissent cette professionnalisation depuis un certain nombre d'années. Si je parle du médico-social, par exemple, on connaît depuis longtemps la professionnalisation. On a des directeurs généraux qui sont à la fois dans les structures nationales, régionales, voire même départementales. C'est pas le cas du club sportif. On n'en est pas là au niveau du développement. Et effectivement, le choc culturel, mais le choc de compétences, il est là. C'est une réalité et comme je l'ai appelé tout à l'heure, la solitude du dirigeant qui, face à cette responsabilité, parce que c'est une responsabilité, se retrouve en grande difficulté, voire même parfois prêt à baisser les bras. Donc cette solitude du dirigeant, oui, elle amène à la réflexion, à se dire mais comment on peut faire? Alors, les réponses aujourd'hui qui sont trouvées, parce qu'il n'y a pas beaucoup quand même de structures qui se transforment. Il y en a, et je vais y venir tout de suite, ce sont plutôt localement que les questions bougent. Mais sur les questions de professionnalisation, on travaille sur des coprésidences, on resserre l'étau au niveau du conseil d'administration et la proximité pour qu'on soit effectivement en ordre de marche. Mais ce n'est pas si facile. Par contre, oui, là où les choses bougent plus et peut-être plus vite, parce que le contexte bouge vite, c'est sur le local, c'est sur le territoire local. Et aujourd'hui, par exemple, un groupe national a réfléchi à cette question de transformation, alors carrément des têtes de réseau, des fédérations sportives en SIC. Ce groupe a beaucoup de mal à avancer parce que la mentalité n'y est pas encore. Deuxièmement, la réglementation, le côté statutaire n'est pas encore non plus, réglementaire n'est pas encore en ordre de marche pour pouvoir permettre d'ajuster, j'allais dire, des statuts corollaires sur le territoire, sur le local et les maintenir dans une cohérence fédérale parce qu'il y a quand même à articuler du vertical qui est la discipline sportive avec de l'horizontal qui est l'implantation dans un territoire et la participation à la vie du territoire. Donc il y a encore des questions à résoudre. Donc si aujourd'hui les choses bougent, elles bougent dans le sens d'où l'environnement fait bouger les choses et où des structures nouvelles qui apparaissent. Je vais prendre l'exemple des maisons sport santé qui sont des maisons prévu pour un développement de la prévention primaire, permettre de se maintenir en état de santé, mais aussi accueillir des malades atteints d'affections longue durée dans une activité physique et sportive adaptée. Et ces maisons, elles sont pluridisciplinaires, à la fois des intervenants du côté médical, des intervenants du côté sportif, mais aussi une forte participation des collectivités parce que c'est un enjeu au niveau de la vie du territoire. Donc là, on voit bien que l'association, c'est un peu court pour répondre à la question et que la question de la gouvernance, de l'implication, de la motivation de l'ensemble des partenaires, elle se trouve dans un autre champ qui n'est pas celui de l'association. Donc, je pense que dans ces questions nouvelles, les questions aussi de pôles de développement territoriaux, c'est des questions qui ne se posaient pas il y a 20 ans, mais qui aujourd'hui ont toute leur place si on veut aussi avancer dans un autre monde. Ok, ben merci de cette réponse. Et ça m'amène justement à une autre interrogation, mais à vous tous, là pour le coup, enfin surtout aux personnes des territoires, mais aussi à David. Moi, je suis très interrogatif parce que c'est aussi une interrogation d'ailleurs qui apparaît sur les questions. Il y a une question qui porte sur pour les petites SIC type ENR portées par des bénévoles, existe-t-il comme pour les SCOP un statut groupe de SIC afin de mutualiser et changer d'échelle? Et moi, la question, je l'étendrai un peu en disant comment concevez-vous enfin plutôt est-ce que vous pensez que le fait d'avoir une possibilité, d'avoir une multiplicité de collèges extrêmement différents, c'est-à-dire des personnes extrêmement différentes. On a parlé des collectivités, mais vous parliez tout à l'heure pas des clients, des personnes qui sont en lien, des habitants, des territoires même, et les salariés. Est-ce que c'est quelque chose de facile? Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui permet un plus grand développement ou une plus grande acceptation sur le territoire?
que quand on est dans un statut associatif. Et je pose aussi la question parce que dans le monde associatif, on connaît ça. Hein, vous savez qu'il y a une grosse difficulté dans certaines associations, pas dans toutes, hein, c'est qu'il y a des présidents qui ont du mal à partir. Voilà, pour dire les choses un peu rapidement. Voilà. Donc, est-ce que ce type de problème, vous le rencontrez de la même manière ou pas dans les SIG? Voilà. La parole à celui ou celle qui veut. Voilà. Je vais peut-être très rapidement, et je laisse la parole aux autres après, par rapport au groupement la question qui est posée sur le groupement de SIC, les groupements de SCOPS, effectivement, la possibilité a été ouverte par la loi de 2014. Aujourd'hui, dans la réalité, hein, il y en a 6 ou 7 au niveau national. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est très expérimental et sur lesquels les groupements qui se sont créés sont en demande justement d'échanges d'expérience pour avancer parce que la loi offre une possibilité. Je ne suis pas sûr que ça soit ouvert aussi, qu'il faudrait vérifier, mais je ne suis pas vraiment sûr. On a la même question dans les mutuelles. Hein. Les groupements de mutuelles, c'est un peu pareil. Hein, donc, c'est un petit peu compliqué. Moi, je voulais réagir, je rebondis sur… Enfin, je vais essayer de faire une réponse un peu ramassée et globale, mais c'est vrai que sur la question de la formation, je repartirai de là. On a cet enjeu-là, y compris dans le mouvement coopératif. En fait, la SIG ne va pas répondre à toutes les… Le changement, le statut n'est qu'un statut. Il permet beaucoup de choses et c'est hyper important. Mais par contre, c'est vrai que le statut n'en est qu'un. Donc, quand on vient dans une SIG sans avoir, par exemple, on a deux cas de figure classiques dans la transformation en SIG. Ceux qui viennent parce ils voient le modèle de gouvernance, ils le trouvent fascinant, ils n'ont pas préparé leur projet économique. Donc, en fait, derrière, ça devient très compliqué parce qu'ils ont focalisé sur ce que ça avait de beau en termes de gouvernance et de politique, mais en fait, ils oublient que derrière, c'est un projet économique, ou c'est exactement l'inverse. On s'est focalisé sur l'économique, on n'a pas réfléchi sa gouvernance, et derrière, c'est compliqué. Moi, je suis délégué vie coopérative à la Confédération Générale des SCOP. Mon travail, c'est justement d'accompagner les coopératives sur toute la dimension de comment on fait vivre un collectif alors, SCOP ou SIC, peu importe, mais néanmoins un collectif coopératif pour qu'il fonctionne au mieux dans son quotidien. Et son quotidien, c'est et de la gouvernance, et du management, et de la vie démocratique au sein de la structure. Et c'est vrai qu'il y a, on cite souvent cette phrase à la CGSCOP, et je pense qu'elle est valable elle est adaptée au mouvement coopératif, mais on pourrait la mettre dans l'associatif. On ne naît pas coopérateur, on le devient. Donc la dimension de la formation, elle est centrale. On ne peut pas se lancer dans des SCOP ou des SIC sans se former, alors sans s'informer pour commencer, et en entendant les éléments que vous amenez ou des questions qui arrivent dans le fil, je pense que vraiment, il faut vous rapprocher, et Benjamin l'a dit tout à l'heure, il faut vous entourer de gens compétents sur la question pour vous accompagner dans le processus. Le projet est le vôtre, vous en ferez ce que vous voulez, mais néanmoins, pour éviter un maximum d'écueils juridiques, financiers et de gouvernance et de fonctionnement et d'architecture de votre système, faites-vous entourer. Alors, les unions régionales des SCOP, évidemment, sont là pour ça. N'hésitez pas à vous tourner vers elles. Mais il y a l'information et il y a la formation. Et nous, on insiste beaucoup pour que les dirigeants et leurs collectifs d'associés se forment pour qu'ils arrivent à trouver la juste place dans leur collectif. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on est en train de mettre vraiment l'accent de plus en plus parce que ça nous semble vraiment déterminant. Sinon on a des beaux projets qui peuvent échouer pour ces questions-là. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est important parce qu'en plus, et comme ça, je laisse la parole aux autres, la SIC, c'est le multisociétariat. Donc, c'est beau le multisociétariat. Moi, j'ai créé une SIC dans une vie antérieure. Donc, vraiment, je trouve ça très puissant, très, très intéressant. Mais on a une complication, c'est qu'on a un grand nombre de sociétaires potentiellement de nature très différente avec des intérêts dans le sens noble du terme très différents. Il faut arriver à faire la jonction entre tout ça au bénéfice du projet. Et effectivement, c'est très, très compliqué. Ça demande beaucoup d'énergie pour animer le sociétariat. Et c'est vrai que dans les cycles où ça dysfonctionne, souvent, c'est qu'on a minimisé cette dimension-là. On s'est dit, mais non, mais on est tous d'accord, on porte tous le même projet, on va tous y aller. Et en fait, dans le vécu réel du quotidien, ça devient très compliqué. Et juste, dernier point, après je vais noter. Sur les fédérations de sport, on travaille justement, on a repris discussion avec notamment le Comité national olympique français qui est intéressé justement par toutes ces logiques SIC, clubs de sport. Il y a beaucoup de difficultés effectivement, mais il y a une prise de conscience intéressante des organisations nationales et on est en train de discuter avec eux, on travaille avec eux pour essayer effectivement de simplifier un peu la donne parce qu'effectivement, comme vous le dites Françoise, il y a quand même des difficultés, c'est normal, donc il faut les prendre à bras le corps. Mais il y a une envie qui est réelle, qu'on sent très fortement.
Merci. Normalement, il nous reste 2 minutes, donc je vais le dire à Cédric, on va déborder de 5 minutes. Voilà. Et donc, je laisse la parole à tous les autres. Alors, prends la parole qui veut sur la question qu'on pose sur justement le multisociétariat. Je prends la parole, je vais rajouter juste quelque chose. Je suis vraiment d'accord avec toi, David. C'est pas simple à mettre en place. Et il faut rajouter aussi à ça le changement d'échelle. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on commence à 77 sociétaires. C'est beaucoup plus que les gens qu'on avait dans l'association. On a créé à 15. Donc, on est passé d'abord de 15. On lance la coopérative, on passe à 77. Là, on est jeunes dirigeants. On a peut-être un peu minimisé le temps qu'il fallait passer justement à l'animation, à l'acculturation, à la vie coopérative. D'où l'importance, la grosse importance des moments off. Ce qu'on appelle les moments off chez nous, c'est les déjeuners, les fins de journée, etc. C'est les moments où la vie coopérative et l'acculturation à la vie coopérative se jouent. Parce que la journée, les gens travaillent, il n'y a pas de souci, on est dans son truc, ça ne ressemble pas forcément à une coopérative dans le sens où chacun a son travail. Mais en fait, c'est tous ces moments off qui sont assez compliqués. Et là, je fais un lien avec la crise sanitaire actuelle. Et c'est là où il faut faire attention, avec cette crise sanitaire actuelle, à ne pas perdre un peu les implications du sociétaire, des sociétaires, des associés de la coopérative. Parce que c'est vrai qu'on arrive, c'est plus difficile de se rencontrer et d'alimenter tout ça. Et nous aussi, il va falloir qu'on travaille aussi sur le fait qu'on soit 77 aujourd'hui. Et on sait qu'en sortie de crise, voilà, on vient de se lancer, on sait qu'on va atteindre les 120, 130, 150 assez rapidement. Enfin, on le voit par rapport aux demandes qu'on a des sociétaires qui veulent rentrer dans la SIC. Et il faut qu'on arrive à gérer ça et à faire en sorte que ce ne soit pas juste un vivier de crowdfunding, en fait, des gens qui veulent juste soutenir le projet et qui mettent un petit peu d'argent dans le projet et qu'on ne reverra jamais. Il faut vraiment réussir à trouver une place, un rôle pour chacun. Et c'est ça qui est vraiment très, très délicat. D'où l'importance, et je leur dis, comme le disait David, à se faire accompagner. Nous, on a la chance de bénéficier on est passé par un incubateur pour se lancer qui s'appelle TAC35. Ils mettent en place un dispositif, une post-incubation. On a des rendez-vous réguliers. Il ne faut pas hésiter à contacter des personnes référentes, des personnes ressources qui peuvent venir alimenter un peu les discussions, les débats et pouvoir continuer à gérer cette vie coopérative. Merci. Qui veut prendre la parole ? Allez-y. Entendez, oui. C'est très intéressant ce que je viens d'entendre parce que ça me rappelle certains vécus. Et du coup, c'est le rôle de l'agglomération qui doit se promener entre ne pas être trop intrusif parce qu'on arrive après. On est arrivé après la constitution de gens qui ont décidé de travailler ensemble. Donc pas être trop intrusif, mais pas non plus se laisser faire et laisser faire des choses qui ne paraissent pas aller dans le sens de ce que ces coopérateurs, je vais les appeler comme ça, ont décidé ensemble, surtout quand il y a des écarts et notamment, nous, on travaille beaucoup sur le tiers-lieu, les communs avec Tetris et la recherche. On a même rencontré un sénateur pour un projet de loi sur, en quelque sorte, la décentralisation de la recherche, que la recherche soit reconnue en dehors des lieux universitaires ou dédiés à ça. Voilà, c'est presque une question que je pose. En tous les cas, c'est un fait. Par contre, avec Piste Azur, l'objet il est clairement reconnu. Et là, voilà, il n'y a pas de discussion. Pour compléter, je dirais que le rôle de l'agglomération, en tout cas pour nous, était vraiment important sur ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur l'accompagnement. Et c'est vrai qu'on avait bénéficié de l'accompagnement de l'agglomération, notamment dans le cadre d'un DLA. Entre l'accompagnement de l'agglomération, qui nous a permis de structurer la réflexion, le projet et de bien comprendre un peu tous les enjeux et d'appréhender le multipartenariat, et également l'accompagnement de l'URSCOP, notamment sur des questions de structuration administrative, et des relations notamment au tribunal de commerce qui ne sont pas toujours simples parce qu'ils ne connaissent pas grand-chose tout le temps. Donc, ça nous a permis vraiment de nous orienter, de nous aider dans cette mise en place. Et également les espaces de rencontre comme organise l'agglomération ou l'URSCOP, où on rencontre d'autres coopératives et on peut échanger notamment sur ces questions d'animation du sociétariat
et comment chacun met en place cette animation et permet de faire vivre cette dynamique coopérative multisociétariat. Merci. Je le dis pour nos participants qui ne connaissent pas forcément les jargons qu'on utilise. DLA, c'est dispositif local d'accompagnement. C'est un dispositif qui accompagne les associations et certaines structures de l'économie sociale pour soit sur le projet, soit sur la gouvernance, etc. Madame Wright, vous n'êtes pas intervenue là-dessus, donc je vous laisse la parole. Et puis je vous demanderai ensuite à tous de conclure en 1 minute, voilà, pour dire un petit peu le dernier mot que vous voulez dire. Voilà. On était évoqué aussi les questions du changement d'échelle. Donc, moi, je veux bien effectivement souligner que les préoccupations aussi des acteurs de l'ESS qui composent le pôle ESS sur le pays de Rennes, c'est effectivement la capacité à l'ESS à se structurer entre gens du même métier pour aussi pouvoir se positionner sur parfois des marchés publics qui peuvent être passés à l'échelle régionale ou nationale. Donc effectivement, cette double inscription, on va dire, dans le territoire, mais aussi avec ses pairs sur des échelles plus importantes, ce sont des vrais enjeux et c'est pas toujours facile à faire, c'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de professionnalisation, je pense que les dirigeants de l'ESS, on leur demande un niveau de professionnalisation énorme et parfois bien supérieur à celui de dirigeants d'autres types d'entreprises. Et sur le temps passé peut-être à l'animation de la démocratie finalement en entreprise, bon, il se trouve que moi, dans une autre vie, j'ai été aussi co-gérante d'une SCOP. Et ces questions-là m'ont longtemps interpellée. Et il n'y a pas très longtemps, j'entendais une dirigeante d'une société numérique à Rennes, donc absolument pas dans l'ESS, qui effectivement s'étonnait aussi du besoin croissant d'animation des forces vives de son entreprise, notamment pour redonner du sens à ses salariés dans le cadre de sa politique RSE. Donc finalement, cette capacité peut-être en ESS qui est déjà travaillée d'animer un réseau de parties prenantes, finalement les entreprises dites classiques vont y être aussi confrontées plus en plus. 1 minute chacun pour conclure. Alors, Madame Wright, vous allez conclure la première. Je n'ai pas préparé de conclusion, mais je voulais dire que ce qui compte peut-être aussi dans la dynamique SIC, c'est la capacité des acteurs à travailler ensemble sur un territoire et les différentes échelles territoriales. Nous, on a la chance de travailler très très bien avec le département d'Ille-et-Vilaine, la région Bretagne, et ça, c'est extrêmement précieux pour le développement des SIC et de l'ESS. Merci beaucoup. Et je mentionne aussi le réseau France Active Bretagne, voilà, qui vient compléter admirablement le travail des incubateurs. Merci beaucoup. Benjamin? Oui, je vais compléter ce qu'a dit Nathalie. Oui, c'est toujours aussi sur la confiance qu'on a avec les différents partenaires et comment est-ce qu'on a réussi à cultiver le lien qu'on a avec les différents partenaires. Donc ça, tous les acteurs que tu as cités, Nathalie, voilà, c'est des gens qui étaient présents en amont avec Commun Établi, qui vont continuer à être présents avec Commun Établi. Et après, je rajouterais que voilà, s'il y a des gens des auditeurs qui sont là, qui nous regardent, qui s'interrogent sur le statut de SIC, n'hésitez pas à aller visiter des SIC. Ça ne coûte rien de demander d'aller rencontrer un dirigeant en fin de journée, vous passez boire un café, il va vous expliquer un peu son ressenti, etc. Informez-vous, renseignez-vous, n'hésitez pas à aller à rencontrer les dirigeants ou même des salariés de SIC et voir un peu comment ça fonctionne. Il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup. Allez, Florent ou Jean-Paul, comme vous voulez, l'un ou l'autre. Oui, moi, pour conclure, je dirais que ce qui est vraiment important, c'est vraiment que la SIC et le territoire soient vraiment dans une collaboration, de co-construction du projet, que la collectivité ne soit pas uniquement que là pour donner de l'argent et la SIC que pour mener des projets. C'est vraiment, il faut être en capacité de réfléchir ensemble au territoire et aux projets qu'on mène sur ces territoires et à le co-construire. C'est ce qui permet vraiment une synergie et une dynamique territoriale. Merci, Monsieur Henry.
Oui, moi je trouve que c'est très gratifiant. On vient d'entendre, on a appris des choses. Je ne vais pas reprendre les propos de Florent, mais peut-être ceux de Benjamin qui dit venez voir les dirigeants de SIG, venez voir les salariés pour juste dire comment on peut faire plus faire connaître, mieux faire connaître, mais surtout plus faire connaître cette économie sociale et solidaire et les SCIC à travers elle. J'ai dit en introduction, on avait 10% des salariés. Je ne suis pas sûr qu'il y ait 10% des habitants de l'agglo qui savent de quoi on parle quand on parle d'économie sociale et solidaire. Donc, moi, je dirais qu'il faut continuer à faire ce que vous faites et qu'on relaie ces informations le plus possible. On est bien d'accord. Je vais laisser la parole à David et puis Françoise conclura. Ok, donc ce que j'avais envie de dire, donc déjà merci pour ta table ronde, c'est intéressant, il y avait du monde. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'échanges sur la liste à côté, donc ça c'est vraiment top. C'est rassurant, on se dit bon, on a bien fait de rester devant son ordinateur. Non, juste pour dire qu'effectivement on sent une effervescence autour du statut SIC, alors depuis sa création, mais symptomatiquement là depuis quelques années où il y a des vraies envies très très fortes, alors soit des SIC ex nihilo, soit des associations qui ont envie d'avancer vers ce schéma, donc c'est vraiment c'est passionnant. Mais ce sur quoi j'avais envie de revenir, c'est qu'effectivement on est dans la vraie, pour faire le lien avec ce que disait Florent juste avant, dans la vraie pure co-construction, parce qu'on va mettre autour de la table des acteurs qui ont des cultures, des habitudes, des histoires très très différentes, des collectivités territoriales, des associations, des acteurs économiques, et on mélange tout ça autour c'est ce qui fait la puissance et la force de ce statut et qu'on a envie de développer. Mais il faut que chacun de notre côté, on fasse nos chemins respectifs pour trouver notre place dans cet ensemble-là. Et effectivement, c'est un gros travail. Je pense que des tables rondes comme celle-là, elles aident à dépoussiérer un peu les imaginaires de chacun. Mais je pense qu'effectivement, si on veut que ce statut donne toute sa puissance, et vraisemblablement il va le donner, il faut qu'on s'organise pour que, et du côté des collectivités, du côté des associations et du côté de ceux qui accompagnent les projets d'entreprise, on soit au rendez-vous pour donner les bons conseils. Et effectivement, moi, je répète ce qui a été dit, de la formation, de l'information, de l'appui conseil auprès des structures compétentes, CGScope, Urscope ou autres, mais vraiment très, très important de ne pas se lancer sur des projets comme ça sans faire un minimum attention, parce que sinon, c'est un peu du crash test. Merci beaucoup. Et Françoise, je vais te laisser conclure. Comme tout a été dit, je vais redire, travailler ensemble, co-construire. En fait, c'est ce qu'on a fait aussi dans ce moment partagé, et je trouve que c'est quand même gratifiant. Je veux dire que on est capable de s'écouter, on est capable d'avancer, et on sent qu'il y a du mouvement, on y participe. Alors moi, je dis merci Alternative économique d'organiser des journées comme celle-là. C'est un moment qu'on pourrait reproduire. Alors, bonne chance à tout le monde. Eh bien, tu me permettras de faire la conclusion finale, si j'ose dire. Je suis désolé qu'on soit dans des conditions comme celle-là cette année, mais rappelez-vous que l'année prochaine, on est prêt à continuer. Donc, l'année prochaine, on vous accueille tous à Dijon. Il y aura du Bourgogne, il y aura du bon fromage, il y aura du jambon persillé, il y aura tout ce qu'il faut, et il y aura beaucoup de convivialité et le plaisir de vous accueillir tous. Et merci beaucoup du travail que vous avez fait, et continuez, et à bientôt. Alors, et prenez soin de vous surtout. Merci, au revoir, et au revoir à tous les participants. Merci Jean-Louis pour ces derniers mots. Et je mets donc fin à la visioconférence. Au revoir à tous. Et merci Cédric pour cette organisation. Pas de souci. Allez, à bientôt. Au revoir.